Oh, regardez, c'est pas la Fondation Rovaltin? Ah ça, c'est encore des spray du bocal. Qu'est-ce qu'ils font? Je crois qu'ils vont nous régaler avec un peu de science. Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour cette première édition de la parenthèse scientifique, l'émission radiophonique de la Fondation Rovaltin. La Fondation Rovaltin, qu'est-ce que c'est? Donc, nous sommes une fondation spécialisée dans l'étude des substances toxiques sur l'environnement et sur la santé humaine, c'est-à-dire des polluants, des pesticides, perturbateurs endocriniens, métaux lourds, etc. Donc, la fondation elle a été créée il y a 8 ans et elle a pour mission principale de soutenir la recherche et également d'animer des projets de protection et de sensibilisation autour des sujets de la protection de la nature et évidemment de la santé. Alors, au programme de cette émission qu'on va vous présenter mensuellement tout au long de cette année, un retour sur une conférence scientifique grand public donnée à l'occasion des jeudis de la Fondation, des actualités, des anecdotes, de la rigueur scientifique et surtout, beaucoup de bonne humeur. Et pour co-animer cette émission à mes côtés, il y a toute l'équipe de la Fondation qu'on peut applaudir bien fort parce qu'ils ont énormément travaillé pour préparer cette émission aujourd'hui. Et donc avec moi, il y a Mathilde. Bonjour à tous. Manon. Bonjour. Damien. Bonjour à tous. Et puis, il y a aussi Sylvie qu'on salue pour l'accord technique, ou en tout cas le soutien technique, et puis surtout qu'on remercie chaleureusement pour l'opportunité qu'elle nous offre ici de pouvoir faire cette émission aujourd'hui avec vous. Allez, c'est parti, le lancement officiel de l'émission, la parenthèse scientifique. Et on démarre aujourd'hui avec la thématique de l'écologie des paysages. Et c'est Mathilde qui s'y colle. Vous reprendrez bien un peu de science? Oui, Delphine, comme tu le dis, aujourd'hui, nous revenons sur la conférence de Marc Deconchat, directeur de recherche à l'INRAE, Paysages et santé, panorama écologique du monde rural. Alors, l'objectif de cette conférence était de comprendre le paysage à travers une discipline peu connue du grand public, l'écologie des paysages. Oula, l'écologie des paysages, un vaste sujet. Mais pour commencer, un paysage, c'est quoi? Mathilde, ça t'évoque quoi le mot paysage? Pour moi, tu sais, c'est ce qui défile sous ma fenêtre quand je voyage en train. Tu vois, par exemple, ça peut être des collines verdoyantes, des montagnes. En tout cas, un beau paysage, on a envie de le prendre en photo. Ouais, je pensais aussi comme toi au début, mais en fait, si on s'attache à la définition officielle d'un paysage, c'est beaucoup plus qu'un joli panorama. Je cite, « Le paysage est une partie de territoire, tel que perçu par les habitants du lieu ou les visiteurs, qui évolue dans le temps sous l'effet de forces naturelles et de l'action des êtres humains. » Alors attendez, parce que si je comprends bien, il y a 2 types de paysages, c'est ça? Le paysage objet et le paysage qu'on perçoit. Voilà. Eh bien, lui, Marc Deconchat, s'attache au paysage objet, c'est-à-dire la dimension physique. Il dit qu'un paysage est une portion de surface terrestre avec des caractéristiques qui lui sont propres. Le climat, sa pente ou alors le couvert végétal. Voilà, c'est une première base. Et après, au fur et à mesure des siècles, l'homme il va tirer profit de ces caractéristiques pour un paysage donné. Il va le modeler selon ses besoins, le changer complètement de son panorama initial. Mais là, vous voulez dire en fait que de nos jours, la plupart des paysages ont été modifiés par l'homme? Eh bien, c'est assez vrai. Tu as par exemple les rizières en terrasse que l'on trouve en Asie, elles n'ont rien de naturel. Et ici, on a la châtaigne par exemple. L'homme a planté des forêts entières de châtaigniers puisque c'est un arbre fruitier très productif et surtout très compatible avec le sol ardéchois qui est plutôt acide. Et moi je trouve qu'on pourrait aussi parler des lacs de montagne qui peuvent paraître naturels au premier abord, mais en fait on s'aperçoit qu'ils sont tous artificiels ou quasiment tous. Et c'est la création de barrages pour produire de l'énergie qui a créé ces lacs de montagne. C'est la volonté de l'homme de produire de l'énergie qui a amené l'homme à modifier donc ce paysage en créant des lacs artificiels, mais c'est quand même l'agriculture qui a provoqué les plus grands changements. Et oui, c'est pour se nourrir que l'homme a le plus impacté le paysage. En témoignent par exemple les champs, les prairies, les pâturages, les fermes. Et aujourd'hui, avec une démographie mondiale croissante, ce besoin il s'intensifie. Toutes ces personnes ont besoin de se loger, se déplacer, toujours plus vite, toujours plus loin. Oui, et moi ça me rappelle le projet de contournement routier de Saint-Péret.
sacrifiant donc par ailleurs de précieuses terres cultivables notamment. Oui, ça c'est un super exemple local. Et on est d'accord que ce rythme ne pourra pas perdurer dans le temps face à l'augmentation de la population mondiale. Et il va falloir accepter de changer nos habitudes alimentaires et donc nos paysages. Ok, alors si on mange autrement, on cultive différemment. Est-ce que dans son intervention, Marc de Conchat a proposé des solutions pour régler le problème de l'espace agricole pour faire face, comme tu dis, à cette démographie croissante? Eh bien oui, il en a proposé 3 principales. Donc premièrement, ça va être de changer les élevages intensifs, qui sont très gourmands en place, pour les rendre extensifs, et ainsi manger moins de viande, mais de meilleure qualité. Cela contribuerait à améliorer la diversité des paysages. J'interviens là peut-être pour les auditeurs, je te coupe Manon, mais j'ai été très très surprise lors de la préparation de cette émission lorsque vous m'avez appris que si on additionne les pâturages, les espaces cultivés pour nourrir les bêtes et l'élevage, ça représente 70% des surfaces agricoles mondiales. Ouais, c'est fou ces chiffres. Comme il va falloir remplacer cette viande, du coup, on passe à la deuxième solution, qui va être d'augmenter les parcelles cultivées en légumineuses pour compenser l'apport des protéines. Et enfin, réduire les surfaces de monoculture. Donc on va introduire plus de diversité dans les cultures afin qu'une réelle mosaïque à l'intérieur même de ces paysages puisse favoriser le retour de la biodiversité. Et maintenant, j'ajouterais aussi qu'il faut... les monocultures et l'élevage intensif ont aussi de réelles conséquences sur le réchauffement climatique et la perte de biodiversité. Par exemple, si on prend l'élevage, c'est une activité qui émet beaucoup de gaz à effet de serre, directement ou indirectement, pour nourrir les bêtes. Ok, donc idéalement, il faudrait réduire ou mieux utiliser nos surfaces agricoles et paysagères pour mieux vivre finalement. Mais d'ailleurs, lorsqu'on pense à l'agriculture, on l'associe généralement aux pesticides, non? Oui, effectivement, les pesticides sont au cœur de bon nombre de polémiques, ça on le sait, et il est de plus en plus clair qu'il va falloir s'en affranchir. Et Marc de Conchat, il a dit quelque chose à ce sujet? Oui, il a dit 2 choses, ça coûte cher et c'est dangereux. Et pourtant, on les utilise encore. Eh bien, on les utilise effectivement encore pour neutraliser rapidement et facilement les attaques d'indésirables. Mais heureusement, on commence à développer d'autres solutions, mais qui prennent, elles, plus de temps et qui sont plus complexes à mettre en œuvre, notamment par le biocontrôle, par exemple. Oui, exactement. Et là, on rentre vraiment dans la spécialité de Monsieur de Conchat, parce que lui, il étudie, entre autres, les carabes. Les carabes, c'est des petits scarabées qui se nourrissent de limaces et des pucerons indésirables, donc les parasites. Et ce serait de précieuses aides dans les champs pour protéger les cultures, ce qu'on appelle des auxiliaires en fait. Oui, et précisons donc que ces carabes, s'ils peuvent se nourrir pendant la bonne saison dans les champs, ont besoin de se protéger en hiver, dans les forêts. Et c'est ici que ça se complique, parce que nos monocultures actuelles immenses n'offrent pas cet environnement aux carabes. C'est-à-dire qu'il y a peu de forêts qui sont proches des champs. Oui, donc on pointe du doigt le système entier. Et là, on voudrait en fait revenir aux solutions énoncées plus tôt, réduire les monocultures afin de favoriser la diversification du paysage. Par contre, on n'est plus dans un traitement curatif, là. Il va falloir qu'on s'intègre dans un système vertueux, ce qui est beaucoup plus long à appréhender. Oui, comme tu dis, tout ça est une question de temporalité. Le changement prend du temps et de l'énergie. Mais peut-être que d'autres facteurs pourraient inciter à passer rapidement à l'action. La santé peut-être, Mathilde, par exemple. En ce moment, on parle quand même beaucoup du lien entre la perte de la biodiversité et les zoonoses, Covid oblige. Et d'ailleurs, Marc de Conchat a donné un exemple très précis à ce sujet, c'est l'apparition du virus Nipah en Asie du Sud-Est. Bon, alors peut-être pas la peine, mais on ne sait jamais. Damien, tu peux nous rappeler quand même rapidement ce qu'est un virus? Alors les virus, on en entend beaucoup parler en ce moment, et c'est un micro-organisme qui va parasiter un autre organisme qu'on appelle l'hôte. Il va en fait utiliser ses cellules pour se multiplier et l'infecter. Dans le cas du virus Nipah, on va avoir des problématiques au niveau du cerveau et de la respiration, par exemple. Et Mathilde, je me rappelle que tu avais trouvé l'exemple de ce virus assez intéressant. Oui, c'est vrai que ça m'a marqué parce que dans la mesure où il illustre parfaitement la notion de perte de biodiversité et d'émergence de maladies en fait. Pour la petite histoire, les chauves-souris abritent toutes sortes de virus qui en temps normal ne sont pas nocifs pour l'homme. Or, les contacts répétés entre 2 espèces peuvent faire apparaître des mutations. Et alors, ces virus deviennent transmissibles et pathogènes pour l'homme, en passant parfois par des intermédiaires. Mais d'où viennent ces contacts répétés? Imaginons qu'un exploitant agricole possède une ferme attenante à la forêt. Il souhaite s'agrandir et va donc rogner sur la forêt pour y placer ses animaux. Les chauves-souris autochtones se trouvent privés de leur habitat naturel et entrent alors en contact avec les animaux de la ferme, favorisant donc la transmission entre ces animaux qui eux-mêmes le transmettent à l'homme.
Très bien, donc alors, attends, si au départ, on a ces organismes portés par les chauves-souris, et ces organismes-là n'étaient pas dangereux, mais finalement, c'est la multiplication des contacts qui ont été induits par la perte d'habitat de ces chauves-souris, la multiplication des contacts avec les animaux domestiques et avec l'homme qui sont à l'origine des problèmes sanitaires graves, c'est ça ? Tout à fait. Waouh. Donc finalement, on voit bien là, sur cette conférence de Marc de Conchat qu'il y a quand même une interrelation extrêmement forte entre l'homme et les paysages, avec évidemment un effet de l'homme sur les paysages, puis surtout un retour de l'effet des paysages sur l'homme, sur son alimentation et puis sur sa santé. Super, merci beaucoup. Et vous, finalement, à titre personnel, chacun d'entre vous, est-ce que vous pourriez éventuellement dire aux auditeurs ce qui vous a le plus touché au cours de cette conférence ? Damien, par exemple ? Bon, je commence. Pour ma part, je dois vous avouer que je ne connaissais pas beaucoup l'écologie des paysages. C'est une discipline dont on entend peu parler. Et ça me permet de prendre du recul et de la hauteur sur la modélisation du paysage par l'homme dans le temps. On s'aperçoit que quand on le transforme de manière excessive, avec des monocultures, par exemple, ou des raisonnés, cela ne fonctionne plus. Ça peut par exemple créer des zoonoses. Et le paysage, pour moi, je le vois un peu du coup comme un organisme vivant, avec des organes, des liens entre ces organes. Et il faut en prendre soin. Et si je devais faire une petite synthèse, une conclusion, pour moi, l'écologie des paysages, ça permet de relier entre eux les hommes, l'environnement et les animaux. Donc c'est très intégratif, finalement, comme discipline. Oui, moi je rejoins un peu Damien, mais de mon côté, ouais, c'est surtout la notion de rythme effréné que je retiens. Et surtout l'urgence de ralentir, parce qu'en fait l'enjeu est trop grand. Et ça devient même un problème sanitaire. Et pour finir, je reprendrai les mots d'un photographe animalier qui a eu la gentillesse de nous accorder une interview à la Fondation. C'est Emmanuel Rondeau qui disait, ouvrez les guillemets, « Il faut créer une nouvelle relation avec le vivant et arrêter de faire une dualité entre le monde sauvage et humain. » Et toi Manon alors, en quelques mots ? Moi, je me retrouve carrément dans ce que vous dites, mais il y a aussi un message supplémentaire qui me touche particulièrement en raison de mon implication avec les sols actuellement. Et c'est de voir à quel point l'homme a cherché à s'affranchir de la complexité de la nature. Il a voulu simplifier le paysage pour rendre son travail aussi efficace que possible. On appelle ça l'hyperspécialisation des paysages. On l'a poussé à l'extrême et maintenant on se retrouve à faire chemin inverse. Décloisonner, diversifier les paysages. Et actuellement, la recherche, on a par exemple un exemple à la plateforme de Gautron à Saint-Marcel-des-Valences, elle s'investit beaucoup dans la connaissance et l'approfondissement de pratiques agroécologiques. Donc en fait, on réapprend à cohabiter et faire avec le vivant. C'est beau. C'est très beau. Merci à tous et c'est très très touchant. Et puis surtout merci à Marc de Conchat quand même d'être venu nous délivrer cette conférence. Et vous pouvez retrouver la conférence de Marc de Conchat si ça vous intéresse sur notre chaîne YouTube ainsi que les autres thématiques des jeudis de la Fondation. Et maintenant on passe à un petit interlude musical. Je crois qu'on a les Kills avec The Black Balloon.
Vous reprendrez bien un peu de science ? Allez, on repart maintenant avec les actualités scientifiques et cette fois-ci, c'est Damien et moi. On est super heureux de vous présenter 2 actualités qui nous semblaient d'importance. Avec Damien, ce sera la dernière expertise INSERM sur l'effet des pesticides sur la santé humaine. Et moi, je vous parlerai un petit peu du congrès de l'IUCN à propos de la biodiversité qui a eu lieu à Marseille début septembre. Alors, on commence avec le rapport, Damien. Alors en fait, en juin dernier, l'INSERM a publié une expertise collective sur les pesticides et leurs effets sur la santé, qui est un sujet évidemment d'actualité qui suscite de l'inquiétude de la part de la population. En fait, dans cette synthèse, l'INSERM a mis en évidence le lien entre l'exposition aux pesticides et la survenue de plusieurs pathologies, dont des cancers, des pathologies respiratoires, etc. Ils ont ensuite essayé de classer donc, les liens entre les pesticides d'un côté et les pathologies de l'autre en 3 catégories. Lien fort, lien moyen ou lien faible, selon évidemment les données qu'ils disposaient à l'instant T. Donc par exemple, en milieu professionnel, un lien fort a été établi entre l'exposition aux pesticides et 6 pathologies. Donc on retrouvait par exemple le cancer de la prostate ou encore la maladie de Parkinson. Et en fait, ils ont réussi à établir un lien fort entre cette maladie, la maladie de Parkinson, et les insecticides organochlorés comme le sont le DDT, donc qui est un pesticide très connu, historiquement décrit. Ensuite, on a en milieu agricole d'autres études qui suggèrent un lien entre l'exposition aux pesticides de riverains, des terres agricoles, et cette maladie de Parkinson. Cependant, il s'agit ici d'un lien faible car on a des difficultés à évaluer finement l'exposition et on dispose de trop peu de données, notamment individuelles, scientifiques. Donc Damien, finalement, il regarde en fait la bibliographie principalement, c'est ça, et puis ils font le lien entre les différents types d'exposition et les différentes maladies. Mais là, tu nous as parlé de lien fort et lien faible. Est-ce que tu peux revenir sur ce que ça veut dire exactement ? Alors, un autre volet de l'expertise concerne l'exposition aux pesticides pendant la grossesse et le lien entre la mère et l'enfant. Donc, une présomption forte, par exemple, a été établie entre l'exposition aux pesticides de la mère pendant la grossesse et le risque de développer certains cancers chez l'enfant, comme les leucémies ou les tumeurs du cerveau, par exemple. Et je dirais qu'en conclusion et en ouverture de cette synthèse, on peut dire que cette expertise donc, a confirmé ou mis en évidence des liens forts entre des pathologies et des pesticides, mais il faut désormais que la mise en évidence de ces liens soit efficace, oriente les actions publiques vers une meilleure protection des populations. Merci beaucoup Damien. Si on veut retrouver ce rapport, comment on fait ? Alors très simplement, vous tapez synthèse scientifique, rapport expertise INSERM et on trouve sur Internet une synthèse. Super, merci. Alors parlons maintenant un peu de biodiversité à présent, parce que du 3 au 11 septembre s'est tenu à Marseille le congrès de l'UICN. Alors qu'est-ce que l'UICN ? C'est l'Union internationale de conservation de la nature. C'est un organisme d'envergure internationale qui regroupe de nombreux gouvernements, des ONG, des territoires, des experts et d'autres partenaires associés. Alors l'UICN, elle est surtout connue pour l'émission et la mise à jour régulière de sa liste rouge des espèces qu'elle publie régulièrement et juste comme ça. Pour information quand même, sur cette liste rouge des espèces en voie d'extinction ou proches de la disparition, il y a plus d'1 million d'espèces à la fois animales et végétales. Alors ce sommet avait pour but de rassembler tous les acteurs qui œuvrent pour la préservation de la nature afin d'établir une feuille de route mondiale commune des actions à poser ces 10 prochaines années en faveur de la préservation de la biodiversité, mais également il avait pour but de sensibiliser les citoyens aux questions du réchauffement climatique et de la perte de la biodiversité. Alors le résumé de la feuille de route a été publié, vous pouvez le retrouver en ligne sur le site de l'UICN sous la forme d'un manifeste qui s'appelle le Manifeste de Marseille. Dans ce manifeste, vous pouvez retrouver, je vous ai pris 3 grands domaines, principalement des intentions des partenaires. Donc ces intentions, par exemple, c'est la volonté des membres à soutenir les actions des jeunes en faveur de l'environnement. On a également des points d'attention, c'est-à-dire le développement, par exemple, de l'engagement local, puisqu'on sait que la perte de biodiversité et le développement, ou en tout cas la protection des écosystèmes, se fait principalement au niveau local. Et puis également, vous pourrez retrouver dans ce manifeste, quand même, heureusement, des actions concrètes, comme par exemple la Grèce, qui s'engage à réduire sa surpêche dans 10% de ses eaux territoriales d'ici 2030. Donc une belle semaine en faveur de la protection de la biodiversité. Quand même, les choses bougent
Et ça, c'est plutôt positif. On a parlé en termes d'actions concrètes plutôt de protection des forêts, de protection des territoires, de protection des mers et des océans. Ça va complètement dans le sens de ce que nous a proposé le gouvernement. 30% du territoire national protégé d'ici 2030. Eh bien, on verra. Affaire à suivre. Allez, des actus, c'est fini. Maintenant, place à un peu de douceur avec Manon qui va nous conter une petite anecdote. Peut-être, au cours de vos pérégrinations de l'été, vous êtes-vous laissé tenter par la visite d'une grotte rupestre. Vous étiez émerveillé face à ces peintures toutes droites sorties d'un autre temps. Du jaune, du rouge, des bisons, des chevaux, des rhinocéros, des mains. La tête vous tourne presque lors de cette contemplation. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce que nos chers ancêtres avaient bien pu utiliser pour réaliser ces dessins ? Je vous le donne en 1000. Les ocres présents dans certains sabots argiles fournissent les couleurs oscillant du jaune au rouge, selon leur concentration en fer. Le noir peut provenir du charbon de bois ou de l'oxyde de manganèse. Les négatifs de leurs mains nous permettent de déduire que ces personnes plaçaient tous ces éléments dans leur bouche avant de les souffler sur leurs mains. Or, ce fabuleux mélange d'éléments aboutit à des effets, légèrement ou moins légèrement psychotropes et hallucinogènes. On comprend mieux pourquoi ces séquences artistiques étaient associées à des rites chamaniques. C'est formidable. Merci Manon, c'est toujours un plaisir de t'entendre conter des histoires. Quel talent. Allez, on passe aux actualités de la Fondation avec Mathilde. Vous reprendrez bien un peu de science ? Oui, merci Manon, j'étais envoûtée par tes propos. Revenons à nos moutons. Fin septembre, nous avons eu la chance à la Fondation d'accueillir une conférence ayant comme sujet « Territoire plus durable, origine de la résistance au changement et solutions ». Alors si vous avez vous aussi envie de tout savoir sur la transformation de nos sociétés vers un développement soutenable, je vous invite à vous rendre sur notre chaîne YouTube Fondation Rovaltin ou sur notre site fcsrovaltin.org pour voir le replay. À vos agendas ensuite, notez bien le jeudi 14 octobre prochain, conférence gratuite à l'UGA La Tour-Montbourg sur le sujet vignes, vins et pesticides. Infos et réservations sur notre site internet. C'est tout bon, merci beaucoup Mathilde. Et bien voilà, l'émission touche déjà à sa fin. Bon, sniff. Bon, c'était court. Finalement, c'était la parenthèse scientifique et on a été vraiment très heureux de partager ce moment avec vous. Un grand merci à toute l'équipe de la Fondation. Un grand merci à Sylvie, à Radio BLV. Et puis, n'hésitez pas à nous écrire. On a créé une adresse email, enfin, Mathilde nous a créé une adresse email spécifique, la parenthèse scientifique tout attaché @gmail.com. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des suggestions, si vous voulez nous poser des questions, à nous écrire. On sera très heureux de vous répondre. Voilà, une bonne semaine à tous. On vous retrouve dans un mois pour une nouvelle émission, cette fois-ci sur les services écosystémiques. À très bientôt. Au revoir à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Oh, regardez, c'est pas la Fondation Rovaltin. Ah ça, c'est encore des speux du bocal. Qu'est-ce qu'ils font ? Je crois qu'ils vont nous régaler avec un peu de science.